380 000, c'est le nombre de morts estimé par l'ONU dans la guerre civile du Yémen. Elle est actuellement en cours depuis 2014, et dans cette vidéo, on ne va non pas revenir sur les origines du conflit, mais plutôt essayer de comprendre pourquoi cette guerre civile continue, quels sont les enjeux de rivalité entre les puissances extérieures dans ce conflit, car comme souvent, il s'agit d'un sujet complexe et rien ne remplacera jamais le croisement des sources, la lecture d'articles et de différents dossiers, mais on va essayer de synthétiser tout ça au mieux. Le moment pour parler de cette guerre est opportun car une trêve de 2 mois est actuellement en cours depuis le 2 avril et nous sommes donc pile au milieu de cette trêve. À savoir que cette trêve, même si elle contribue à apaiser les tensions, ne permet pas de garantir que les belligérants parviendront à trouver la paix. En avril 2016, une trêve similaire avait été respectée avant une reprise des premiers combats au mois de mai. Le conflit au Yémen a commencé en 2014 lorsque les rebelles Houthis ont occupé la capitale du nord du pays, Sanaa. Leur revendication première était une répartition égale des ressources, du territoire et du contrôle politique face au gouvernement yéménite. L'Arabie Saoudite est entrée dans le conflit en mars 2015 pour soutenir le gouvernement yéménite dans une coalition anti-Houthi et diriger une coalition pan-arabe aux côtés des forces gouvernementales du Yémen. Le gouvernement yéménite, internationalement reconnu, opère donc à partir de la ville méridionale d'Aden, qui est donc sa nouvelle capitale de fait. Voilà donc pour le début du conflit qui est ici résumé de manière évidemment très grossière. A savoir que le programme des Nations Unies pour le développement a prédit en 2019 que si le conflit dure jusqu'en 2022, c'est-à-dire jusqu'à cette année, le Yémen sera le pays le plus pauvre du monde. En 2021, le même programme a signalé que le conflit avait définitivement effacé 126 milliards de dollars de croissance économique potentielle qui ne seront jamais récupérés, ainsi que 80% de la population yéménite qui dépend désormais entièrement de l'aide et de l'assistance financière internationale. En réplique à l'intervention de l'Arabie Saoudite, les attaques persistantes de drones et de missiles Houthis contre le territoire saoudien ont alimenté un cycle d'escalade militaire qui rend difficile pour les belligérants d'aller à la table des négociations. Pour la faire courte, les Houthis tiennent bon, et l'Arabie Saoudite ainsi que la coalition qui comprend également les Émirats Arabes Unis et le gouvernement yéménite, mais dirigée par l'Arabie Saoudite, répondent toujours à de telles attaques des Houthis par des frappes aériennes de représailles et des offensives terrestres. Mais les forces Houthis ne sont pas seules. Comme le gouvernement yéménite, qui est soutenu par une coalition pan-arabe, les Houthis sont eux épaulés par l'Iran, qui fournit des armes, et on arrive dans une logique, comme en Ukraine, plus le nombre d'intérêts croisés est important, plus le nombre de belligérants est important, plus sortir de la guerre est difficile et plus lointain sera la paix. Les principales lignes de front restent pour le moment dans l'impasse malgré des combats intenses, ce qui rend chaque camp réticent à se retirer. Les combats restent intenses le long par exemple des lignes de front dans les provinces centrales de Chabwa et Marib, ainsi que dans la zone côtière de Houdaïda. De plus, les ressources de ces zones, à savoir par exemple les réserves pétrolières de Marib, le port et le territoire côtier de Houdaïda et les terres politiquement précieuses de Chaïboua, réduisent l'incitation de chaque côté à reculer des lignes de front. Les lignes de front se déplaceront seulement si l'Arabie Saoudite juge les pertes matérielles et humaines trop coûteuses à maintenir ou si les efforts de recrutement par exemple des Houthis commencent à s'essouffler. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme souvent dans un conflit, les moteurs initiaux du conflit civil sont exacerbés à mesure que le conflit dure, ce qui le rend plus difficile à résoudre. L'inégalité et la rareté des ressources, la méfiance des habitants à l'égard des acteurs extérieurs, sans même parler des divisions sociétales, sectaires, géographiques entre les communautés yéménites, ont été parmi les facteurs qui ont déclenché le conflit en 2014. Tous ces facteurs se sont aggravés bien sûr au fil du temps. Il y a déjà eu des tentatives de résolution de conflits. Les accords de Riyad de 2019 ont conduit à la formation, début 2021, d'un gouvernement yéménite qui comprenait des dirigeants du nord et du sud, tout en excluant les rebelles Houthis. Mais la méfiance entre les factions nord et sud du Yémen a continué d'entraver une coopération plus approfondie au-delà du maintien d'un front commun contre les Houthis, empêchant donc le gouvernement yéménite de présenter un front unifié dans les négociations de paix, tant au niveau national qu'international. Alors compte tenu de tous ces facteurs, il est peu probable que les parties belligérantes du Yémen parviennent à un règlement politique en 2022. Le conflit en cours, à son tour, maintiendra le Yémen comme un théâtre géopolitique par procuration pour l'Arabie Saoudite, l'Iran, les Émirats et d'autres acteurs extérieurs ayant des intérêts dans la région, qu'ils soient politiques, religieux ou encore économiques. L'aggravation de l'instabilité au Yémen est l'un des facteurs qui pousse actuellement l'Arabie Saoudite et les Émirats à envisager un rapprochement avec l'Iran qui apporte un soutien économique et technique aux Houthis.
Tout ça dans l'espoir qu'une communication plus étroite entre Téhéran et la coalition atténuera la menace d'un débordement du conflit sur le territoire saoudien ou émirati. Cependant, les impératifs stratégiques qui obligent l'Arabie Saoudite à maintenir son intervention militaire globale au Yémen, à savoir la nécessité de garantir l'intégrité territoriale de l'Arabie Saoudite et d'empêcher qu'un gouvernement chiite au Yémen pro-iranien arrive au pouvoir, ne devraient pas changer. Tout effort de cessez-le-feu en 2022 est donc susceptible de s'effondrer. On l'a dit, l'Arabie Saoudite veut s'imposer dans la région et surtout limiter l'accession au pouvoir d'un gouvernement chiite au Yémen qui serait pro-Iran. Et de l'autre côté, l'Iran, pour des raisons évidentes de rivalité avec l'Arabie Saoudite, continue de fournir aux rebelles Houthis des armes, du matériel de défense ainsi qu'un soutien militaire. Mais dans tout ça, il y a aussi les États-Unis. Alors la place des États-Unis, pour résumer grossièrement, est bien sûr du côté de la coalition menée par l'Arabie Saoudite. Les Houthis ont été classés comme organisation terroriste lors de la fin du mandat de Donald Trump, avant d'y être ensuite retiré. Car l'administration du président américain Joe Biden a tenté de réduire l'implication explicite des États-Unis dans le conflit au Yémen, en réduisant la portée de la coopération américaine avec la coalition. Mais bien sûr, Washington ainsi que d'autres puissances occidentales restent les principaux fournisseurs d'équipements militaires de l'Arabie Saoudite et continuent de conclure des ventes d'armes avec le royaume. Le 2 avril, les Nations Unies ont annoncé que les parties belligérantes au Yémen avaient convenu d'un cessez-le-feu de 2 mois. Et bien sûr, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Ramadan a donné un prétexte religieux pour faire cesser les combats. Mais une autre problématique est arrivée sur le devant de la scène internationale, il s'agit de la guerre en Ukraine. Et avec la guerre en Ukraine, cela signifie également la flambée des prix de la nourriture, la flambée des prix du carburant qui ont été causés par la guerre, mais aussi évidemment par un manque flagrant d'un support international au Yémen, puisque l'ONU est maintenant majoritairement focalisée autour du conflit en Ukraine. Dans l'état actuel des choses donc, hélas, le cessez-le-feu ne semble pas pleinement exploité et risque donc davantage de marquer simplement une nouvelle étape dans la guerre où les différents partis se préparent pour de nouveaux affrontements et malgré la trêve, des violations, en particulier autour de la ville clé de Marib, ont déjà été signalées. D'un point de vue géostratégique, la guerre civile au Yémen est dans l'impasse. Le front le plus dynamique se situe autour de la province riche en énergie de Marib, qui est désormais détenue par les forces gouvernementales soutenues par la coalition, mais qui sont soumises à une campagne militaire depuis plus d'1 an de la part des Houthis. A savoir que le contrôle de la province de Marib donne bien sûr aux propriétaires l'accès à différents gisements énergétiques qui peuvent être capitaux pour financer la guerre. Et d'ailleurs en parlant d'énergie, d'économie et de tension, avant le cessez-le-feu, les Houthis se sont efforcés de faire des actions choc pour nuire aux économies saoudiennes et émiraties en attaquant les symboles de leur puissance économique. Vous vous en souvenez peut-être, les Houthis ont délibérément fait savoir que les Émirats Arabes Unis n'étaient pas sûrs pour les investisseurs lors de leur attaque de drones et de missiles en janvier et février contre Abu Dhabi. Le 25 mars également, les Houthis ont frappé une usine de Saudi Aramco à Jeddah, en Arabie Saoudite, alors qu'une course de Formule 1 était en cours à proximité. Les Houthis ont également poursuivi leurs frappes contre différentes installations de Saudi Aramco, tout ça pour décourager les investisseurs de faire des affaires avec l'Arabie Saoudite. Mais revenons donc sur Marib, qui est actuellement le gros point chaud sur le conflit. Sans qu'aucun des deux partis n'abandonne la ville, d'autres combats sont très probables. En particulier une fois les vacances du Ramadan passées début mai, et tant que les forces de la coalition et les Houthis seront proches les uns des autres dans la région de Marib, les violations du cessez-le-feu seront probablement courantes. Une fois les vacances passées, les Houthis pourraient reprendre leur attaque contre l'Arabie Saoudite et même les Émirats Arabes Unis dans des frappes destinées toujours à saper l'attractivité économique de ces deux pays. Cependant, les Houthis doivent aussi jouer à un jeu d'équilibriste. On l'a dit, les États-Unis surveillent le conflit et il faut donc que les Houthis évitent d'intensifier délibérément leurs frappes pour infliger par exemple des pertes civiles ou endommager d'importantes installations, par exemple énergétiques, car cela pourrait d'autant plus motiver par exemple les États-Unis à soutenir la coalition dirigée par l'Arabie Saoudite. Alors maintenant, essayons de voir un peu l'avenir du conflit. D'un côté, les Houthis n'ont pas encore montré leur volonté d'abandonner leur offensive sur Marib, qui, si elle était capturée, aiderait les Houthis à contrôler la majeure partie de l'ancien territoire du Yémen du Nord, qui est un des objectifs de guerre des Houthis. Mais cependant, Taïz, qui est une ancienne grande ville du nord du Yémen, reste toujours sous le contrôle de la coalition, ce qui signifie que même la chute de Marib pourrait ne pas mettre fin à la guerre.
Et dans le camp d'en face, donc dans la coalition, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont subi des pressions de la part des États-Unis, leur principal fournisseur d'armes, pour désamorcer la campagne militaire au Yémen. Principalement car le Yémen est devenu un tas de ruines. Un terrain propice pour servir aussi de foyer à de futurs groupes armés, et là où la diplomatie de Donald Trump était plus franche et soutenait la coalition en déclarant les Houthis comme organisation terroriste, la diplomatie de Biden poursuit elle une politique de désengagement, et donc de désamorce des conflits régionaux, et particulièrement au Moyen-Orient. Mais les forces de la coalition n'ont pas non plus la puissance militaire nécessaire pour expulser complètement les Houthis du Nord, ce qui limite leur capacité à prendre des mesures décisives. Si la coalition veut donc achever son but de guerre, à savoir supprimer la menace des Houthis et rétablir le gouvernement yéménite sur l'ensemble du territoire, eh bien elle a besoin d'un soutien extérieur, et un soutien notamment des États-Unis, qui aiderait à compenser le manque de matériel militaire et le nombre de troupes. Et c'est là le grand dilemme de cette guerre pour les belligérants. En ce moment, la situation est larvée et aucun camp ne parvient à prendre l'ascendant sur l'autre. L'issue de la guerre pourrait donc dépendre du soutien ou non de la part des États-Unis. Mais qu'est-ce qui le déclenchera ? D'un côté, la coalition ne sera peut-être soutenue ouvertement que si elle subit de lourds dégâts et que l'intégrité de l'Arabie Saoudite et des Émirats sont directement menacées. De l'autre, il est peu probable que les Houthis se risquent à ce genre d'opération. Mais un autre point qui pourrait décider de l'issue de cette guerre civile, c'est l'Iran, qui soutient les Houthis. Le conflit est aussi quelque part dépendant de la relation États-Unis-Iran et des interminables négociations sur le nucléaire iranien. La guerre civile au Yémen est à voir en fait comme un outil utilisé par l'Iran pour faire pression sur ce dossier. Alors les Houthis ne sont pas les pions de l'Iran, c'est plus complexe que ça, mais en partageant des buts, des ennemis et une religion commune, les Houthis, avec le soutien de l'Iran, peuvent directement menacer les alliés américains, mais surtout ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient impacter le marché de l'énergie en attaquant des installations énergétiques. Et les États-Unis, vous le savez, sont particulièrement sensibles au marché de l'énergie, surtout avec la guerre en Ukraine qui a fait monter les prix, surtout alors que l'OPEP+ a signalé qu'elle ne prendrait aucune mesure extraordinaire pour compenser la hausse des prix en fournissant des approvisionnements supplémentaires. Vous le voyez donc, la situation est bien complexe. L'idéal pour les Houthis serait en fait de terminer leur conquête du Nord, de s'y installer, et ensuite de rentrer dans une phase de dialogue avec le gouvernement yéménite du Sud, et pour la coalition, l'idéal serait de maintenir les positions à minima, ou d'écraser bien sûr la rébellion, mais cela semble peu plausible dans l'état actuel des choses, surtout que les États-Unis temporisent alors que leur soutien à l'Ukraine face à la Russie est conséquent. Et ça bien sûr, l'Iran et les Houthis le savent très bien, et comptent bien en profiter. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère que cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à soutenir directement la chaîne, tous les liens sont en description, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee ou devenir un membre de la chaîne en cliquant sur rejoindre et avoir accès à du contenu supplémentaire. Nous avons aussi un Telegram, un Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre dessus, ce sera un plaisir de vous y accueillir, et je vous dis à la prochaine, salut à tous.